Après la naissance de ma quatrième fille, mon mari n'a même pas daigné la regarder. Il a quitté l'hôpital sans dire un seul mot. 4 jours plus tard, quand je suis rentrée à la maison, il m'a jeté les papiers du divorce au visage. Sors d'ici. Prends tes filles. Cette maison n'a pas de place pour une femme qui ne peut pas me donner de fils. Sa mère se tenait derrière lui en riant. C'est alors que j'ai dit 4 mots et leurs visages sont devenus livides. J'ai dit, la maison est à moi. Et ce fut le moment où tout ce qu'il pensait savoir sur moi a commencé à s'effondrer. Je m'appelle Sylvie Lefebvre et pendant 11 ans, j'ai construit ma vie autour d'une promesse que personne n'avait jamais écrite mais que tout le monde dans cette maison attendait que je tienne. Quand j'ai épousé Hugo Bertrand, j'avais 23 ans et je croyais que l'amour pouvait tout surmonter. Les mauvaises humeurs, les budgets serrés, et même une belle-mère qui ne m'a jamais appelée par mon prénom une seule fois. Elle m'appelait l'épouse. Pas Sylvie. Juste l'épouse comme si j'étais un titre sur un bail au lieu d'une personne qui avait abandonné son propre nom de famille pour appartenir à la sienne. La mère d'Hugo, Laurence Bertrand, vivait à 2 rues de là mais elle aurait aussi bien pu vivre dans notre cuisine. Elle avait des avis sur la façon dont je pliais les serviettes, dont j'assaisonnais le riz, sur le volume sonore auquel mes filles étaient autorisées à rire à table. Et elle avait une obsession qui ne s'est jamais affaiblie, peu importe le nombre d'années qui passaient. Un petit-fils pour perpétuer le nom des Bertrand. Notre première fille, Manon, est née quand j'avais 24 ans. Laurence a rendu visite à l'hôpital, a regardé dans le berceau et a dit, « Eh bien, il y aura toujours une prochaine fois. » Je me souviens de la piqûre de cette phrase plus que je ne me souviens de la douleur de l'accouchement. Notre deuxième fille, Mathilde, est arrivée 2 ans plus tard. Laurence n'a pas du tout visité l'hôpital cette fois-là. Elle a envoyé un SMS à Hugo qui disait « Réessayez bientôt ». Notre troisième fille, Daphné, est née quand j'avais 29 ans. À ce moment-là, Hugo avait cessé de sourire dans la salle de travail. Il l'a tenue pendant exactement 4 minutes avant de la rendre à l'infirmière et de sortir dans le couloir pour prendre un appel téléphonique qui n'existait pas. Je me disais que ça changerait. Je me disais qu'une fois qu'il verrait à quel point nos filles étaient brillantes, comment Manon pouvait déjà lire des romans à 6 ans, comment Mathilde n'arrêtait jamais de demander « Mais pourquoi ?» comment Daphné fredonnait des chansons avant même de pouvoir faire des phrases complètes. Il comprendrait qu'une maison pleine de filles n'était pas une maison pleine de déceptions. C'était une maison pleine de miracles. Il ne l'a jamais compris. Pas une seule fois. Financièrement, notre vie semblait stable de l'extérieur. Hugo travaillait comme courtier en assurance pour de grandes entreprises, un emploi respectable avec un salaire confortable, et tout le monde supposait que la maison dans laquelle nous vivions, une magnifique demeure bourgeoise avec un grand jardin que j'avais passé des années à transformer en un lieu digne d'une photographie, lui appartenait. Tout le monde supposait cela parce qu'Hugo agissait comme un homme qui possédait tout ce qu'il touchait, y compris moi. Ce que personne en dehors du cabinet notarial de mon défunt père ne savait, c'était ceci. La maison n'avait jamais légalement appartenu à Hugo. Pas un seul jour. J'ai découvert que j'étais enceinte pour la 4e fois un mardi pluvieux de mars, et pour la première fois de mon mariage, j'ai ressenti quelque chose de proche de l'effroi au lieu de la joie. Je savais déjà ce qu'une 4e fille signifierait dans cette maison. Je savais ce que Laurence dirait lors du dîner du dimanche si je le lui disais trop tôt, alors je ne lui ai rien dit jusqu'à ce que je n'ai plus le choix. J'ai porté ce secret à travers des mois de nausées, de chevilles gonflées et de la froideur croissante d'Hugo, une froideur qui n'avait rien à voir avec le stress au travail et tout à voir avec le calendrier qui se rapprochait de ma date de terme. Au moment où j'étais à 8 mois, Hugo avait cessé de toucher mon ventre quand nous nous croisions dans le couloir. Il avait cessé de demander comment je me sentais. Il parlait à nos filles avec des phrases courtes et fatiguées, comme si les enfants étaient une corvée qu'il attendait de terminer. Je me souviens d'une nuit d'octobre, incapable de dormir à cause du poids qui pressait mes côtes, je me suis assise seule à la table de la cuisine à 2 heures du matin en mangeant des biscuits secs pour calmer mon estomac. Hugo est passé devant moi pour aller aux toilettes, m'a jeté un regard et n'a rien dit. Pas de « est-ce que ça va ?» ni de « tu ne dors pas non plus ». Juste le silence et le bruit d'une porte qui se ferme au bout du couloir. Je me souviens avoir pensé à ce moment-là que j'étais devenue un meuble dans ma propre maison.
Quelque chose qu'Hugo contournait, pas quelqu'un vers qui il allait. Laurence, de son côté, avait pris l'habitude d'appeler à la maison tous les quelques jours cet automne-là. Toujours sous prétexte de prendre des nouvelles de son fils, sans jamais demander une seule fois après moi ou le bébé qui grandissait en moi. Une fois, quand j'ai décroché par erreur, elle a demandé froidement, une idée de ce que c'est déjà, comme si l'enfant que je portais était une livraison qu'elle attendait, pas une petite fille que j'avais déjà commencé à aimer. J'ai porté ce 9e mois de la façon dont j'imagine que les soldats effectuent de longues marches. Un pied devant l'autre, non pas parce que cela semblait supportable, mais parce qu'aucune version de la reine n'avait de sens. J'avais 3 filles à l'étage qui avaient besoin d'une mère qui souriait encore au petit déjeuner, même quand sourire demandait plus d'efforts qu'il n'en aurait fallu. J'ai donné naissance à notre 4e fille un jeudi matin de novembre. Je l'ai nommée Juliette parce que même au milieu de tout ce qui s'effondrait autour de moi, je voulais que son nom sonne comme quelque chose qui pourrait survivre à un hiver rigoureux et revenir toujours verdoyant. Hugo est entré dans la chambre d'hôpital 40 minutes après sa naissance. Il m'a regardé. Il ne l'a pas regardée, elle. Encore une fille, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. C'était un verdict. Je lui ai dit son prénom. Il ne l'a pas répété. Il n'a pas touché la couverture dans laquelle elle était enveloppée. Il s'est tenu au pied du lit pendant moins de 2 minutes, a vérifié son téléphone 2 fois, et m'a dit que sa mère l'attendait en bas. Puis il est parti. Il n'est pas revenu ce jour-là. Il n'est pas revenu le lendemain non plus. Pendant 4 jours, alors que je récupérais dans ce lit d'hôpital avec un nouveau-né dans les bras et 3 filles plus âgées transportées entre la maison de ma sœur et une équipe tournante de baby-cité, mon mari n'a pas appelé. N'a pas envoyé de SMS et n'a pas envoyé de fleurs comme il l'avait fait pour chaque naissance avant celle-ci. Le 4e jour, une infirmière m'a aidé à emballer les affaires de Juliette, et j'ai pris une voiture pour rentrer chez moi avec ma fille nouveau-née, épuisée. Endolorie et gardant encore un petit espoir insensé que franchir ma propre porte d'entrée me donnerait l'impression de rentrer à la maison. Ce ne fut pas le cas. Hugo se tenait dans le salon quand je suis entrée, et Laurence était assise sur mon canapé comme si elle attendait que le spectacle commence. Avant même que je puisse poser le siège auto, Hugo a traversé la pièce et a jeté une pile de papiers contre ma poitrine. Certains ont glissé et ont atterri sur le sol près de mes pieds. Des papiers avec mon nom imprimé en haut en lettres noires et grasses. Des papiers de divorce. Des papiers qu'il avait manifestement préparés depuis des semaines, peut-être des mois, alors que j'achetais encore des vitamines prénatales et que je pliais de minuscules pyjamas. « Sors d'ici », a-t-il dit. Sa voix n'était pas forte. C'était pire que fort. Elle était monocorde, comme s'il l'avait répété. « Prends tes filles. Cette maison n'a pas de place pour une femme qui ne peut pas me donner de fils. » Derrière lui, Laurence a ri. Pas un rire nerveux, pas un rire gêné. Un vrai rire, le genre qui vient de quelqu'un qui attendait un moment comme celui-ci depuis des années. 4 filles, a-t-elle dit, en secouant la tête comme si elle regardait un film triste et prévisible. Je lui avais dit que t'épouser était un pari. Je suppose que nous savons enfin comment il s'est terminé. Je me tenais là, sur le pas de la porte, avec Juliette attachée contre moi, à 4 jours de l'accouchement, mon corps encore en train de guérir, mon esprit encore brumeux de fatigue. Et j'ai regardé les 2 personnes qui avaient passé 11 ans à me faire sentir que ma valeur était liée au contenu de mon utérus. Et quelque chose en moi, quelque chose de calme et de patient qui attendait depuis très longtemps, s'est enfin redressé. J'ai regardé Hugo. J'ai regardé Laurence, toujours souriante sur mon canapé, et j'ai dit 4 mots, la maison est à moi. La pièce est devenue silencieuse d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. La bouche d'Hugo s'est ouverte, puis s'est refermée. Le sourire de Laurence ne s'est pas contenté de s'effacer, il s'est effondré comme un bâtiment perdant ses fondations d'un coup. Ce n'est pas drôle, a finalement dit Hugo, mais sa voix avait perdu son ton monocorde. Il y avait une fêlure maintenant. Je ne ris pas, ai-je dit. Voici ce qu'Hugo Bertrand n'a jamais pris la peine de demander en 11 ans de mariage, d'où venait réellement l'apport pour notre maison. Il a supposé, parce qu'il était plus facile de supposer, que son salaire l'avait couvert, que son nom sur notre compte joint signifiait que son nom était sur l'acte de propriété.
Il n'a jamais regardé une seule fois les documents du jour où nous avons acheté la maison, parce que j'avais tout géré. Je l'avais géré parce que mon père, avant de décéder quand j'avais 26 ans, s'était constitué un patrimoine immobilier modeste mais solide, et j'étais son unique enfant. À sa mort, il m'a laissé 3 propriétés d'investissement via un compte de fiducie, à mon nom propre uniquement, structuré par son propre avocat des années plus tôt. Une structure conçue pour garder ses biens hérités séparés de tout ce que je pourrais un jour partager avec un conjoint, quelle que soit l'issue de mon mariage. 2 ans après le début de notre union, l'une de ces propriétés a été vendue et le produit de la vente a été utilisé pour acheter la maison dans laquelle nous allions vivre pendant la décennie suivante. Mon père avait été discret sur beaucoup de choses dans sa vie, mais il n'avait jamais été discret lorsqu'il s'agissait de protéger sa fille. La maison qu'Hugo avait passé 11 ans à appeler la sienne, la maison dans laquelle sa mère entrait comme si elle en possédait une aile entière, avait été achetée intégralement avec les fonds de cet héritage. Mon nom, et seulement mon nom, figurait sur l'acte de propriété. Le nom d'Hugo n'était jamais apparu sur le moindre document lié à cette propriété, parce que je ne l'y avais jamais ajouté. Pas par malveillance, au début simplement parce que nous n'avions pas pris le temps de le faire, plus tard parce qu'un certain instinct en moi, un instinct protecteur silencieux que je ne comprenais pas pleinement à l'époque, m'avait dit de ne pas le faire. Je ne le lui avais jamais dit. Non pas parce que je cachais quelque chose de honteux, mais parce que pendant des années, il ne m'était jamais venu à l'esprit que j'aurais besoin de cette information comme d'une arme. Je pensais avoir épousé un partenaire. Je ne m'étais pas rendu compte jusqu'à ce moment-là, debout dans mon salon avec mon nouveau-né contre moi et les papiers du divorce éparpillés sur le sol, que je partageais en réalité une maison avec un homme qui croyait que sa valeur se mesurait par rapport à des filles qu'il refusait de considérer comme suffisantes. Mon père n'avait jamais rencontré Hugo sans une certaine réserve dans les yeux, une politesse qui ne s'était jamais transformée en affection. J'avais l'habitude de penser que c'était simplement sa nature, un homme calme qui gardait ses opinions pour lui. Ce n'est que des années plus tard, en lisant les documents de la fiducie avec Diane, que j'ai compris qu'il avait peut-être vu quelque chose en Hugo bien avant que je sois prête à me l'avouer. Il n'a jamais dit un mot contre mon mariage de son vivant. Il s'est simplement assuré que quoi qu'il arrive, sa fille ne se retrouverait jamais sur le pas de la porte de quelqu'un d'autre à supplier pour garder un toit sur la tête de ses enfants. « Montre-moi » a dit Hugo, sa voix tremblant maintenant au lieu de commander. « Montre-moi l'acte. »« Je le ferai » ai-je dit. Au tribunal, avec mon avocat assis à côté de moi et le vôtre assis à côté de vous, ayant l'air tout aussi surpris que vous l'êtes en ce moment. Laurence s'est levée du canapé pour la première fois depuis que j'étais entrée. C'est absurde. Tu espères nous faire croire qu'une mère de 4 enfants possède un héritage secret dont personne dans cette famille n'a jamais entendu parler. Vous n'avez jamais demandé, ai-je dit. Aucun d'entre vous ne m'a jamais rien demandé sur ma vie qui n'impliquait pas de savoir si j'allais ou non donner un fils à cette famille. Vous avez passé 11 ans à vous demander si j'allais enfin donner un fils à cette famille sans jamais demander une seule fois ce que je voulais réellement pour ma propre vie. Hugo s'est assis lentement sur l'accoudoir du canapé, comme si ses jambes avaient cessé d'accepter de le porter. Ça doit être une erreur, a-t-il dit, principalement à lui-même. C'est impossible que tu aies eu ça tout ce temps sans jamais rien dire. J'ai dit des choses, lui ai-je répondu. Tu n'as simplement jamais écouté les parties qui ne concernaient pas ce que tu voulais entendre. J'ai repensé, debout là, à tous les petits moments au fil des ans où j'avais essayé de lui parler de la succession de mon père, de la fiducie, des propriétés. Hugo avait toujours balayé cela d'un revers de main, plus intéressé par sa propre trajectoire de carrière que par le monde financier calme que mon père m'avait laissé. Il avait l'habitude de plaisanter en disant que la paperasse ennuyeuse était mon domaine, tout comme la lessive et les listes de courses étaient mon domaine. Je l'avais laissé croire cela parce que c'était plus facile que de se battre pour son attention sur un sujet dont il ne se souciait manifestement pas, jusqu'au moment où cela a compté plus que tout le reste dans sa vie. Je n'ai pas quitté cette maison ce jour-là, bien qu'Hugo s'y attendait clairement. Au lieu de cela, j'ai appelé la seule personne qui m'avait toujours dit de garder des copies de tout, l'ancienne avocate de mon père, une femme vive et pragmatique nommée Diane Castet, qui avait géré la succession de mon père et connaissait chaque clause de cette fiducie mieux que quiconque. Diane m'a rencontré le lendemain matin,
a examiné les papiers du divorce qu'Hugo avait fait préparer, et m'a dit quelque chose qui a fait s'évaporer le reste de ma peur. Il a déposé ceci en supposant qu'il repartirait avec la maison, a-t-elle dit, en feuilletant les papiers avec un sourcil levé. Mais sur la base des documents de la fiducie, des registres de propriété et de la façon dont l'État traite les biens hérités conservés séparément des biens matrimoniaux, son avocat va avoir beaucoup de mal à soutenir qu'il a le moindre droit de propriété ici. Pour la première fois depuis des jours, je me suis autorisée à respirer. Au cours des 2 semaines suivantes, alors qu'Hugo se précipitait pour que son propre avocat vérifie ce que Diane avait déjà confirmé, la vérité s'est propagée dans sa famille comme un incendie que personne ne pouvait contenir. Laurence a appelé les parents, essayant de construire une histoire où j'aurais d'une certaine manière trompé son fils. Ce qui m'a le plus frappé durant ces semaines, c'est de voir Laurence jouer 2 versions complètement différentes d'elle-même, selon qui se trouvait dans la pièce. Lors de la kermesse de la paroisse ce mois de novembre, je l'ai regardée raconter à un groupe de femmes de son club de lecture à quel point elle se sentait bénie d'avoir 4 magnifiques petites filles, comment elle avait toujours rêvé d'une maison pleine de petites filles. Elle a même versé quelques larmes sur commande, s'essuyant les yeux avec un mouchoir tandis que les femmes autour d'elle murmuraient la chance qu'avait notre famille. Je me tenais à quelques mètres de là, tenant Juliette, et je n'ai rien dit parce que j'avais appris à ce moment-là que l'affronter en public ne faisait que lui offrir une scène. C'était une femme tellement différente de celle qui, pas 2 semaines plus tôt, était assise sur mon canapé en traitant ces petites filles de Paris qui n'avaient pas payé. J'ai réalisé, en la voyant recueillir la sympathie et l'admiration de femmes qui n'avaient aucune idée de ce qu'elle avait dit derrière des portes closes, que sa cruauté n'avait jamais vraiment concerné les fils ou les petits-fils. C'était une question de contrôle, une question d'être celle qui décidait, dans chaque pièce où elle entrait, dont la valeur comptait et dont la valeur ne comptait pas. En public, mes filles étaient ses plus grandes réussites. En privé, elles étaient la preuve de mon échec. J'ai cessé d'essayer de réconcilier les 2 versions d'elle. J'ai simplement cessé d'avoir besoin de son approbation dans l'une ou l'autre pièce. La sœur d'Hugo, une femme nommée Delphine qui m'avait toujours traité avec une sorte de politesse distante, m'a appelé en privé pour s'excuser de ses années de silence alors que sa mère se moquait de moi lors des réunions de famille. J'ai toujours senti que quelque chose ne tournait pas rond, a admis doucement Delphine au téléphone. La façon dont elle parlait de toi. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Je lui ai dit que ce n'était pas sa responsabilité de corriger la cruauté de sa mère, mais cela signifiait quelque chose de l'entendre reconnaître à haute voix après tant d'années de silence. Pendant ce temps, le monde d'Hugo s'effilochait plus vite qu'il ne pouvait le recoudre. Son avocat a confirmé ce que Diane savait déjà. La maison était exclusivement à moi, protégée par une structure juridique qui datait d'avant notre mariage et qui n'avait jamais été modifiée. Sur la base des documents, des titres de propriété et de la loi applicable, son propre avocat a fini par concéder qu'il n'y avait aucune voie réaliste pour une revendication de propriété, peu importe le nombre d'années qu'il avait passé à l'intérieur de ces murs en les appelant siens. Une audience pour des mesures provisoires a été fixée au début de décembre, juste pour établir qui resterait dans la maison et comment les soins quotidiens des filles seraient gérés pendant que le divorce complet suivrait son cours devant les tribunaux. Le juge m'a accordé la résidence temporaire dans la maison, compte tenu des titres de propriété clairs, et a fixé un calendrier de visite pour Hugo pendant que le reste de l'affaire, le partage des biens, la garde et la pension, était repoussé à une audience complète pour la nouvelle année. Diane m'a prévenu dès le début de ne pas m'attendre à une résolution rapide. Les tribunaux ne se déplacent pas à la vitesse de la colère, m'a-t-elle dit une fois, à moitié en plaisantant. Ils se déplacent à la vitesse de la paperasse. Je me suis accrochée à cette phrase pendant les longues semaines qui ont suivi. Mais la maison n'était pas la seule chose qui s'est effondrée cet hiver-là. Pendant le processus de communication des pièces pour le divorce, qui s'est étendu sur les mois froids de janvier et février, des relevés financiers ont été mis au jour, des relevés qu'Hugo n'avait manifestement pas prévu que quelqu'un examine de près. Depuis 1 an et demi, une part importante de son salaire avait été discrètement versée sur un compte séparé, un compte qu'il ne m'avait pas divulgué, un compte lié à des dépenses qui n'avaient rien à voir avec nos 4 filles, nos paiements de crédit ou l'avenir de notre famille. Il y avait une femme, une collègue de son bureau nommée Béatrice Tessier, quelqu'un qu'il voyait régulièrement depuis plus d'1 an, quelqu'un dont Laurence était apparemment au courant et qu'elle avait discrètement encouragé,
car dans son esprit, si Sylvie ne pouvait pas donner un fils, peut-être que quelqu'un d'autre le pourrait. J'étais assise en face du bureau de Diane le jour où cela a été révélé, et j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas de l'effondrement. Pas le genre de chagrin déchirant auquel j'aurais pu m'attendre des années plus tôt. Juste une confirmation lente et régulière de quelque chose que je pense avoir déjà pressenti mais que je ne m'étais jamais autorisée à croire pleinement. J'avais passé plus d'une décennie à essayer de gagner l'amour de gens qui avaient déjà décidé, bien avant que je n'échoue à répondre à leurs attentes, que je ne serais jamais assez. Ce qui m'a le plus frappé n'était pas la trahison elle-même, bien qu'elle pique à sa manière silencieuse. C'était la chronologie. Béatrice Tessier était entrée dans la vie d'Hugo peu de temps après la naissance de Daphné. À l'époque où Laurence avait commencé à se demander ouvertement à haute voix si Hugo ne devrait pas chercher ailleurs le fils auquel elle se sentait en droit d'avoir. Je ne pouvais pas prouver que Laurence l'avait orchestré directement, et je n'ai jamais essayé. Mais j'ai compris, assise devant le bureau de Diane en lisant ses relevés, que la cruauté dans cette famille n'avait pas commencé avec ma naissance de Juliette. Elle s'était construite pendant des années, attendant une excuse assez patiente pour se justifier. Les dépenses non divulguées n'ont pas décidé de toute l'affaire à elles seules, mais Diane a expliqué que cela compterait de deux manières spécifiques. Cela renforçait l'argument selon lequel Hugo avait financièrement privé notre foyer pendant plus d'1 an, et cela peignait un tableau plus complet des circonstances familiales que le juge pèserait lors de la répartition des responsabilités pour les filles à l'avenir. Ce n'est pas un mot magique qui gagne tout, m'a-t-elle dit honnêtement. Mais cela ferme beaucoup de portes qu'il pensait encore ouvertes. L'audience finale a eu lieu par une matinée froide à la fin du mois de mars, presque 5 mois après qu'Hugo ait jeté ses papiers contre ma poitrine, et près de 4 mois après que les ordonnances provisoires aient pour la première fois mis une structure fragile autour de nos vies quotidiennes. Il est arrivé avec son nouvel avocat, visiblement plus mince, visiblement épuisé. La confiance qu'il avait portée pendant 11 ans de mariage avait complètement disparu. Laurence n'est pas venue. J'ai appris plus tard qu'elle avait dit à des proches qu'elle n'avait pas le cœur à ça, ce qui m'a semblé presque comique, compte tenu de tout le cœur qu'elle avait mis à se moquer de moi 4 jours après mon accouchement. J'étais assise à côté de Diane à une longue table, les mains croisées sur mes genoux, regardant l'avocat d'Hugo mélanger des papiers qui n'avaient manifestement pas été bien organisés la veille. De l'autre côté de l'allée, Hugo gardait les yeux fixés sur la table devant lui, jetant occasionnellement un regard vers le juge comme un homme attendant un verdict dont il se doutait déjà qu'il ne lui plairait pas. Le juge a commencé par la propriété. Diane a présenté les documents de la fiducie en premier, parcourant la chronologie méthodiquement. Le décès de mon père, la formation de la fiducie, les documents de clôture de la maison qui listaient un nom unique comme propriétaire. L'avocat d'Hugo a tenté de soutenir que les contributions matrimoniales au remboursement et à l'entretien devraient compter pour une forme de revendication équitable. Mais l'argument s'est effondré rapidement une fois que Diane a produit des relevés montrant que la maison avait été payée en totalité directement par les distributions de la fiducie des années plus tôt. La maison n'avait jamais porté d'emprunt au nom d'Hugo, et les registres de propriété ne montraient aucun intérêt de propriété lui appartenant de quelque manière que ce soit. Puis sont venus les relevés financiers. Diane a exposé les transferts vers le compte séparé avec la même précision calme qu'elle avait utilisée pour les documents de propriété, les dates s'alignant parfaitement avec des frais d'hôtel, des réservations de restaurants et des cadeaux qui n'avaient rien à voir avec la vie de nos filles. L'avocat d'Hugo a essayé, brièvement, de caractériser ces dépenses comme sans rapport avec la discussion sur la garde et la pension. Le juge n'a pas été d'accord, notant au dossier que la transparence financière pendant un mariage avait un poids réel dans la détermination des obligations de soutien à venir. Il ne restait plus aucune ambiguïté au moment où l'audience s'est achevée. La maison restait la mienne. Le juge m'a accordé la garde physique principale de nos 4 filles, citant la stabilité de leur foyer établi, de l'école et des routines de garde, ainsi que la continuité de l'arrangement de soins que j'avais maintenu depuis la naissance de Juliette. Hugo s'est vu accorder un calendrier de visites structuré qu'il devrait suivre scrupuleusement à l'avenir. Séparément, en raison des écarts de revenus et des dépenses non divulguées révélées dans les relevés financiers, il a été condamné à contribuer de manière significative à l'entretien mensuel des filles.
Un montant considérablement plus élevé que ce qu'il avait anticipé lorsqu'il avait d'abord supposé qu'il serait celui qui repartirait avec tout. Hugo ne m'a pas regardé quand la décision a été lue. Je n'avais pas besoin qu'il le fasse. À l'extérieur du palais de justice, debout dans le froid avec Diane à mes côtés, j'ai ressenti quelque chose de subtil dans ma poitrine que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas du triomphe, exactement. Quelque chose de plus calme que cela. Du soulagement, peut-être. Ou la paix particulière qui vient du fait de poser enfin un poids qu'on ne réalisait même pas avoir porté pendant plus d'une décennie. Les mois qui ont suivi n'ont pas été faciles. 4 filles, un travail de consultante à plein temps que j'avais discrètement développé de mon côté sans qu'Hugo n'y prête jamais beaucoup d'attention, et une maison qui semblait soudainement énorme avec seulement nous 5 à l'intérieur. J'avais commencé ce travail de conseil presque par accident 3 ans plus tôt, en aidant une amie à organiser les finances de sa petite boutique après que Laurence ait fait une remarque de trop sur le fait que je ne faisais pas vraiment grand-chose de mes journées. Au début, c'était quelques heures par semaine, quelque chose pour me rappeler que j'avais encore un esprit qui fonctionnait pour plus que des listes de courses et des ramassages scolaires. Au moment où Juliette est née, c'était devenu un flux régulier de clients, des propriétaires de petites entreprises qui me faisaient confiance pour démêler leurs comptes et donner un sens à leurs chiffres. Hugo n'a jamais demandé ce que cela rapportait. Il n'a jamais demandé combien d'heures cela prenait. Il a simplement supposé que c'était un passe-temps, de la même manière qu'il supposait que la maison était la sienne. Ce revenu est devenu une bouée de sauvetage pendant ces premiers mois de solitude. Cela signifiait que je n'avais pas à choisir entre payer un avocat et payer les frais de maternelle de Daphné. Cela signifiait que quand Manon avait besoin de nouvelles chaussures pour l'hiver, je n'avais pas à y réfléchir à 2 fois. Chaque facture que j'envoyais, chaque appel client que je prenais après que les filles soient endormies, ressemblait à une autre petite brique posée dans une fondation qui m'appartenait entièrement. Il y a eu des nuits plus difficiles, aussi. Des nuits où Juliette ne se calmait pas et où Daphné avait de la fièvre, et où je m'asseyais sur le sol de la salle de bain à 3 heures du matin simplement parce que c'était la seule pièce calme qui restait dans la maison. En me demandant si j'avais fait le bon choix en restant ferme au lieu de m'en aller discrètement comme Hugo s'y attendait. Mais le matin venait toujours et avec lui 4 filles qui avaient besoin d'un petit déjeuner, de sacs à dos et d'une mère qui continuait de répondre présente. Mais j'avais aussi l'impression, pour la première fois depuis longtemps, que tout nous appartenait complètement. Manon, maintenant âgée de 9 ans, a commencé à tenir un journal intime dont elle m'a dit probablement que c'était juste pour les filles, un détail qui m'a fait rire plus fort que je ne l'avais fait depuis des mois. Mathilde, 7 ans, a déclaré qu'elle voulait être avocate comme mademoiselle Diane après m'avoir vu me préparer pour les audiences. Daphné, 4 ans, ne comprenait pas tout à fait ce qui avait changé, seulement que la maison semblait plus calme, que plus personne ne haussait le ton au dîner. Et Juliette, encore bébé, ne se souviendrait jamais de l'homme qui avait quitté l'hôpital sans la porter, ce qui semblait, d'une certaine manière étrange, être sa propre forme de miséricorde. Delphine a commencé à nous rendre visite les dimanches après-midi ce printemps-là, appelant toujours à l'avance, toujours prudente pour ne pas être envahissante. Elle apportait des livres pour Manon, des petits puzzles pour Mathilde, et une fois une couverture jaune et douce pour Juliette qu'elle avait tricotée elle-même pendant plusieurs semaines. En la regardant s'asseoir sur les marches de la terrasse avec mes filles, apprenant à Daphné comment tresser un bracelet d'amitié, je me suis sentie reconnaissante que toutes les branches de cet arbre généalogique n'aient pas poussé de la même manière. Elle n'a jamais mentionné sa mère une seule fois lors de ses visites, et je ne lui ai jamais demandé de le faire. Laurence m'a contacté une fois des mois plus tard, demandant à voir les filles. Je n'ai pas fermé cette porte complètement. Je n'ai jamais voulu que mes filles grandissent en croyant que l'amertume était le seul héritage que j'avais à leur offrir, mais j'ai été claire sur le fait que toute relation avec leur grand-mère se ferait selon des termes qui protégeaient leur bien-être. Et non selon des termes qui protégeaient le confort de Laurence. Elle a accepté, à contre-cœur, une seule visite supervisée ce printemps-là. Elle était plus calme que je ne l'avais jamais vue, plus effacée. Bien que je ne pouvais pas dire s'il s'agissait de remords sincères ou simplement de l'effet humiliant d'avoir perdu chaque avantage qu'elle pensait détenir. Hugo, de son côté, voyait les filles lors de ses visites programmées, calme et effacée, l'ombre de l'homme qui s'était autrefois tenu dans notre salon en lançant des ultimatums comme un roi rendant un décret. J'ai entendu,
par des connaissances communes, que sa relation avec Béatrice n'avait pas non plus survécu aux conséquences. Il est difficile de construire quelque chose de nouveau sur une fondation brisée par une telle exposition. Les nouvelles vont vite dans un quartier comme le nôtre, plus vite que je ne l'espérais. Au début du printemps, la plupart des familles de notre rue connaissaient une version de ce qui s'était passé, bien que les détails changeaient selon la personne qui racontait l'histoire. Certains avaient entendu parler du divorce en premier, d'autres de la liaison, et quelques-uns avaient d'une certaine manière entendu parler de l'héritage avant d'avoir entendu quoi que ce soit d'autre. Ce qui m'a surprise n'était pas les commérages. C'était le soutien silencieux qui a suivi. Madame Alvarez, 2 maisons plus loin, a commencé à laisser des tomates supplémentaires de son jardin sur notre porche chaque mois d'août sans jamais mentionner pourquoi. La mère d'une camarade de classe de Manon, une femme que je connaissais à peine au-delà des files d'attente à la sortie de l'école, m'a prise à part un après-midi et m'a dit simplement « C'est bien pour vous ». Je le pense vraiment. Une seule phrase, mais elle a résonné profondément. Hugo, en revanche, s'est retrouvé de plus en plus isolé. Les amis avec qui il jouait autrefois au golf le week-end sont devenus distants une fois que le tableau complet est devenu clair. Personne ne veut être vu en train de défendre un homme qui a abandonné un nouveau-né dans une chambre d'hôpital parce qu'elle n'était pas le fils promis par les attentes de sa propre mère. La réputation, je l'ai appris, a son propre tribunal, un tribunal qui ne nécessite ni juge ni frais de dossier, seulement la vérité à laquelle on laisse assez de temps pour voyager. Certaines nuits, quand je borde Manon et Mathilde, l'une d'elles me demande pourquoi leur père ne vit plus avec nous dans un langage qu'elles peuvent comprendre. Parfois, je leur dis, les gens se convainquent que l'amour vient avec des conditions, qu'il faut être d'une certaine façon, ressembler à une certaine image, ou même naître d'une certaine manière pour le mériter. Votre père a cru cela pendant longtemps. Cette croyance lui a coûté plus qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Je leur dis que leur valeur n'a jamais été négociable. Ni avec lui. Ni avec personne. Je leur dis qu'une maison, ce ne sont pas seulement des murs et un toit. Ce sont les gens qui choisissent chaque jour de la rendre sûre. Et pour la première fois en 11 ans, notre maison est enfin ainsi. Je repense souvent à ce jour-là. Debout sur le pas de la porte avec Juliette contre ma poitrine, les papiers du divorce éparpillés à mes pieds, regardant les visages d'Hugo et de Laurence pâlir après 4 mots simples. Je pense à quel point j'ai été proche de croire pendant plus d'une décennie que j'étais celle qui avait échoué. Comment la cruauté se déguise facilement en tradition. Comment le mépris se cache facilement derrière l'excuse des attentes familiales. Je n'ai fait échouer personne. J'ai élevé 4 filles extraordinaires dans une maison qui a toujours été légalement et véritablement la mienne. Les personnes qui ont essayé de me convaincre du contraire sont celles qui se retrouvent à l'extérieur d'une vie qu'elles n'ont jamais vraiment comprise au départ. Certains soirs, une fois que les filles dorment et que la maison est devenue calme, je m'assieds sur cette terrasse que mon père m'avait aidé à imaginer bien avant que je sache que j'en aurais besoin comme d'un refuge. Et je pense à la façon dont les choses auraient pu se passer différemment si j'avais cru, ne serait-ce qu'une année de plus, que je méritais moins que ce que j'avais. Je pense à toutes ces femmes assises dans des salons comme le mien, tenant des papiers qu'elles n'ont pas demandés, écoutant des rires destinés à les faire se sentir petites. J'espère, si rien d'autre, qu'elles entendront ceci et se souviendront que la valeur n'a jamais été quelque chose que quelqu'un d'autre avait l'autorité de décider pour elles. Mes filles grandiront en connaissant leur propre histoire, non pas comme une tragédie, mais comme une preuve. La preuve qu'une maison construite sur la cruauté d'autrui finira toujours, tôt ou tard, par révéler sa véritable fondation. Et la nôtre, il se trouve, était la mienne depuis le début. Les gens me demandent parfois quand ils entendent cette histoire si je regrette d'être restée silencieuse si longtemps sur ce que je possédais, si j'aurais dû utiliser cette information plus tôt, peut-être même pendant le pire des commentaires de Laurence au fil des ans. Je ne pense pas. Je crois que certaines vérités ont besoin du bon moment pour avoir de l'importance et la mienne est arrivée exactement quand il le fallait, pas une seconde trop tôt, pas une seconde trop tard. Elle est arrivée au moment où 2 personnes se sont tenues dans mon salon et ont décidé que mes filles et moi étions jetables. Elle est arrivée au moment où j'ai cessé d'avoir besoin de la permission de quiconque pour connaître ma propre valeur. Cette histoire nous rappelle avec force que la valeur d'une personne ne dépend jamais du regard des autres, ni de la conformité à des attentes familiales archaïques.
Sylvie a subi 11 années de pression psychologique, réduite à son rôle de génitrice, avant de réaliser que sa sécurité et celle de ses filles étaient déjà assurées grâce à la prévoyance de son père. Le basculement de l'histoire se produit lorsque l'arrogance d'Hugo et de Laurence se heurte à la réalité juridique et financière. C'est une leçon magistrale sur l'importance de l'indépendance financière et de la connaissance de ses droits, surtout dans des environnements toxiques. Souvent, la cruauté se pare des habits de la tradition ou de la lignée pour masquer un simple désir de contrôle. En gardant le silence jusqu'au moment crucial, Sylvie n'a pas seulement protégé ses biens, elle a attendu que le masque de son mari tombe complètement pour reprendre son destin en main. Le fait que la maison ait été un bien propre, protégé par une structure juridique solide, montre que l'amour ne doit jamais nous faire oublier la prudence. Cette vidéo souligne également que la famille ne se définit pas par le sang ou le nom, mais par le respect et le soutien inconditionnel. Hugo a perdu sa maison, sa réputation et sa famille parce qu'il n'a pas su voir la richesse qu'il avait déjà sous ses yeux. Et vous, qu'en pensez-vous? Auriez-vous agi comme Sylvie et gardé ce secret jusqu'au bout, ou auriez-vous confronté votre belle famille bien plus tôt? Pensez-vous que Laurence mérite une seconde chance auprès de ses petites filles malgré sa cruauté passée? Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires, cela aide la communauté à se soutenir face à des situations similaires.